Bonsoir, bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous, vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Et une fois n'est pas coutume, ce 12/02/2024, nous recevons sur le plateau virtuel Roman et Franck. J'espère que vous allez bien tous les deux. Est-ce que c'est le cas? Oui. Ah, bah ça c'est chouette, c'est chouette, c'est Et chouette. toi, Marc, Et comment bah vas-tu? moi ça va toujours bien quand on fait des enregistrements tous ensemble. Et on espère chez vous que vous allez bien également, tous les gens qui sont directs, que vous soyez sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube, ce que vous voulez. N'hésitez pas à partager cet épisode puisqu'on va y parler de choses très intéressantes et on va d'ailleurs commencer avec toi, Roman. Et Comme oui, toujours. comme toujours, c'est une tradition maintenant. Moi, par contre, j'ai juste une petite question Oui. avant. Je me demande ce que font les auditeurs et auditrices quand ils écoutent le podcast. Est-ce qu'ils sont en train de rouler en voiture? Est-ce Ah. qu'ils sont juste en mode larvaire sur le canapé à écouter les épisodes? Est-ce que, je sais pas moi, ils sont en train de cuisiner? Moi, j'aimerais bien savoir. Et Je sais pas ce que t'en bah penses. oui, c'est vrai que j'ai jamais pensé à poser la question en 4 ans de podcast. Bah dites-nous ce que vous faites quand vous nous écoutez, si tant est que vous faites quelque chose. Si c'est juste nous écouter, dites je vous écoute, ha ha ha, avec 3 points de suspension. Si c'est je fais la cuisine, bah dites voilà, dites tout ce que Roman vous a Alors, si suggéré. vous faites la cuisine, enfin, dites-nous ce que vous cuisinez, s'il vous plaît. Moi, ça m'intéresse. Donnez-moi des idées. Partagez vos Des idées en ce recettes, moment. partagez vos recettes. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est une urgence, c'est une urgence. Voilà. Et voilà. Mais comme d'habitude, j'ai l'habitude de parler de recettes et d'histoires. Je vais encore faire une entorse à la règle, puisque le dernier épisode, j'ai aussi fait une entorse à la règle. Et bien ce soir, je vais faire un sujet complètement à part. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu plus médical, et plus précisément de la préservation de la fertilité. Et comme Ok. je trouve ça dommage d'être la seule à papoter tout le long de cette chronique, je vous propose, du moins je vais essayer, qu'on échange sur le sujet. Donc si vous avez des questions, des réflexions, Ouais. n'hésitez surtout pas à les poser. J'aurais peut-être pas forcément la réponse, toutes les réponses, ni des réponses uniques non plus, parce que je suis que patiente en fait. Je vais uniquement en parler en tant que patiente, Ok. parce que oui, je parle de ça avec un petit vécu, mais pas en tant que médecin. Voilà, ça sera jamais mieux qu'un médecin. Et donc, si vous avez vraiment, chers auditeurs et auditrices, des questions très pointues sur le sujet, parlez-en à votre médecin, c'est important. C'est important. Donc, cette chronique sera aussi ponctuée de mon vécu et de mon expérience, avec bien évidemment des bases médicales. Il va y avoir de la bibliographie que je mettrai en commentaire pour que vous puissiez vous y retrouver, trouver des sources sûres et surtout à jour. Parce qu'on tombe sur certaines choses sur internet qui ne sont pas du tout à jour. Et J'imagine. c'est une calamité. Voilà, mon petit cœur a fait des bons quand j'ai fait des petites recherches supplémentaires pour la chronique, parce que j'avais déjà énormément de choses sous le coude. C'est vrai que quand on fait une première recherche Google, par exemple, Ouais. et ben on tombe sur des trucs pas ouf. Vraiment. Ok. Donc, voilà. Allez voir les commentaires et allez voir les Et sources que je vous renseignez-vous. propose. Voilà, mais qui m'ont été données en plus de ça par le CHU qui me suit, donc ce sont des valeurs Ce sûres. sont des bonnes sources. Voilà. Donc, tout d'abord, je voudrais savoir ce que vous, Marc et Franck, ça peut vous évoquer. Je ne sais pas quelles images vous pouvez avoir, quelles démarches vous pouvez avoir si je vous parle de préservation de la fertilité. Que ça vous parle déjà? À quoi vous pensez quand on parle de préservation de la fertilité? Vous avez le droit de dire que ça vous parle pas du tout, il n'y a aucun problème. Je vais faire un guess, mais pour moi, dans ma tête, c'est la préservation de. Pour ce qui nous concerne en tant qu'homme, ça va être la congélation de nos spermatozoïdes, je suppose, ou quelque chose comme ça. Ouais. Et pour les femmes, la préservation des ovocytes, des ovules, Bravo. c'est ça? Des ovocytes. Ok, super. Ouais, Waouh, des je suis à ovocytes. jour. Ok, et après, par contre, Bravo. comment on le fait, ça, j'en sais rien. Moi, dans ma tête, pour le sperme, j'imagine Mais que C'est très l'homme se simple, masturbe forcément. dans un flacon C'est tellement simple. et on met le flacon dans un congélateur géant. Moi, j'ai ça en tête. Je pense qu'il y a des petites recherches d'abord. Mais en gros, c'est ça l'imaginaire que j'en ai, quoi. Quand même pour voir ce qui. Mais oui, c'est toujours plus simple que nous les personnes ayant des ovocytes. C'est plus complexe. Mais on va en parler justement de cette démarche. Franck, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, j'imagine qu'il y a aussi le côté prévention. Exact. Puisque, enfin, je vais dire un truc tout con, hein, mais les pilotes de chasse, hein,
les pilotes de chasse, les femmes qui veulent devenir pilotes de chasse doivent par exemple faire des démarches justement de préservation des sites. Elles signent carrément même des clauses dans leur contrat avec l'armée sur le fait que l'armée n'est pas responsable en cas de perte de fertilité, puisque c'est le type de métier où spécifiquement, tu as un gros risque lié à ton travail, en l'occurrence à cause des accélérations des jets qu'elles prennent en travers du museau et également en travers du coup des ovaires, qui potentiellement peut avoir des répercussions à long terme. Après, je ne serais pas forcément sûr de toutes les démarches, mais ça va du simple ne passez pas votre temps en permanence avec votre téléphone allumé à côté de vos roubignoles. Ça aide pas. Paraît-il, Ah, ouais. Voilà. Non, et puis déjà, ça déforme les pantalons, j'ai horreur de ça, je trouve ça super moche. Donc voilà, il y a plein de choses sur lesquelles je pense on doit pouvoir faire de la prévention. Et après, je pense qu'il y a peut-être aussi, mais alors ça c'est encore autre chose, est-ce que ça rentre dans la préservation de la fertilité ou pas? Il y a peut-être aussi une question un peu plus tendancieuse qu'on pourrait qualifier d'eugéniste, mais là on rentre sur des choses où je pense que le débat peut être très sévère entre ce qui est de la science et de la morale. Effectivement, c'est vrai que toutes ces questions éthiques et morales elles peuvent être aussi très intéressantes à soulever à ce niveau-là, c'est vrai. J'y avais pas pensé. Moi non plus. Mais parce que la question se posait pas. Bah dans ton cas, non en fait. Mais c'est vrai que dans la tête de certaines personnes, probablement. En fait, c'est super, c'est super cadré en fait, la préservation de la fertilité. C'est vrai, tellement cadré qu'il y a des textes de loi bien précis qui ont d'ailleurs récemment évolué. Pour te reprendre, Franck, je savais pas pour les femmes pour les pilotes. Je dis ça savais de pas tête, du tout. Je dis ça D'accord. de tête. Je sais juste souvenir, j'en ai pas si elles pouvaient congeler les ovocytes pour cause de vie professionnelle. Puisque pour cause de vie professionnelle, du moins ce qu'on appelle pour cause sociétale aujourd'hui, c'est légal uniquement depuis 2022. C'est très très récent. Donc pour répondre à la question, ça j'en sais rien. Ça va dans le détail un petit peu dans lequel on va aller justement dans cette chronique. Parce que voilà, vous voyez, ça vous a évoqué pas mal de choses quand on parle de préservation de la fertilité. Moi, quand on m'en a parlé, c'était un vide, le flou complet. En fait, c'était en fin 2021. On commençait à se poser des questions sur la fertilité avec mon gynéco spécialiste de l'endométriose, qui fait partie d'ailleurs de l'association EndoFrance. Donc ça, c'est un lien que je vous mettrai aussi en description. Parce que EndoFrance, c'est l'association qui regroupe des patientes déjà, mais aussi des gynécologues, des naturopathes, des sophrologues. Enfin, il y a énormément de corps de métiers, même des psychologues qui sont spécialistes en fait de l'endométriose, qui font des recherches tout le temps, que ce soit en France ou qui s'intéressent aussi à ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, ce sont des personnes qui sont aptes à vous écouter et à vous diagnostiquer une endométriose quand votre médecin ne vous prend pas au sérieux, parce que malheureusement ça arrive. Donc n'hésitez pas à vous reporter à EndoFrance, parce que moi, pour mon vécu, j'estime qu'elles m'ont sauvé la vie. On peut dire que c'est peut-être un peu trop gros, mais quand même, pour moi c'était quand même assez impactant, donc elles m'ont sauvée en fait. Ces personnes-là d'EndoFrance m'ont énormément aidée, et donc du coup elles m'ont guidée vers ce gynéco spécialiste de l'endométriose. Et donc, fin 2021, on se posait cette question de la fertilité, et il m'a dit qu'il était possible de congeler mes ovocytes. Et en fait, quand tu m'as dit ça, je fais intéressant. Voilà, en gros, c'était. Enfin, je sais pas, c'est comme si on venait de me dire, tiens, si on mangeait des pâtes pesto. Ouais, c'est ça, ça touchait l'une sans bouger l'autre, quoi. C'est pas vraiment ça, c'est que j'ai bugué. J'ai pas compris l'information. J'ai pas. Voilà, l'information a pas voulu rentrer comme il fallait dans ma tête. Et j'avais pas les tenants et les aboutissants de tout ça. Et en fait, je me dis que je dois pas être la seule. Parce que t'es là, tu commences à flipper, tu vois, un petit peu pour ton avenir. Et puis tu te dis que t'es pas toute seule. Il y a des personnes que ça va toucher aussi. Et du coup, voilà, je pense que c'est pour ça en fait que j'ai un peu bugué. J'ai eu une bonne petite montée de stress à ce moment-là. Et donc en fait, c'est le CHU qui m'a pris un rendez-vous à ce qu'on appelle le service de l'AMP. C'est l'aide médicale à la procréation. Alors on l'appelle aussi PMA. C'est la procréation médicalement assistée. C'est la même chose, mais à l'envers. Et donc, du coup, le CHU a pris rendez-vous pour moi dans ce service-là. Un service qui est au CHU même.
pour que je rencontre des gynécologues spécialisés dans cette aide-là, en plus d'être spécialisés en endométriose. Quand même, on a quand même du bon staff. Il y a énormément de personnes qui sont capables de vous écouter. Vous avez déjà entendu parler d'endométriose, du coup? Oui. Ouais. Bon, c'est bien. Parfait. J'ai de la famille qui est touchée, donc... Eh oui. Une femme sur 10 diagnostiquée, donc en vrai, on doit être à 2 femmes sur 10. Alors après, cette préservation de la fertilité, elle n'est pas obligatoire. Enfin, je vais pas dire le mot obligatoire. Qu'est-ce que tu veux dire du coup si c'est pas obligatoire, c'est conseillé? T'es pas obligé d'en passer par là. Ok. Non. D'accord. T'es pas obligé d'en passer par là. En fait, tout va dépendre de l'emplacement de ton endométriose. À quel point ton endométriose, ou adénomiose d'ailleurs, hein, l'adénomiose fait aussi des ravages. Vous savez ce qu'est l'adénomiose? Pour le coup, ça non. Ah, alors en gros, l'endométriose, ce sont des lésions que vous avez à l'extérieur de l'utérus, donc qui vont se placer contre et entre certains organes et qui vont grossir en période de crise ou en période de menstruation. Ok. Bien, l'adénomiose, c'est la même chose, mais à l'intérieur de l'utérus, dans le muscle utérin qui s'appelle le myomètre. En fait, l'adénomiose, ça va être des petites lésions qui vont être soit regroupées en petits tas, genre une sorte de petit sac si vous voulez, à un endroit précis du myomètre, soit étalées un petit peu de partout dans le myomètre. Et ça peut faire mal. Donc c'est pas ouf. Et donc du coup, tout va dépendre en fait des résultats qui engendrent sur votre vie habituelle et médicale, qui va déterminer si vous avez besoin d'une préservation de la fertilité ou pas. Et donc pour ça, on a besoin de faire plusieurs examens. Donc c'est pour ça qu'il faut être suivi pour cause médicale. Là, je vais parler uniquement de pour cause médicale par le service PMA, donc la procréation médicalement assistée. Alors, savoir que la procréation médicalement assistée, quand je vous parle de préservation de la fertilité, c'est pas pour obligatoirement avoir un enfant derrière, d'accord? C'est en prévention. Parce que très souvent, en fait, par exemple, l'infirmier, quand il est venu chez moi pour me faire des piqûres, mais ça, on en reparlera après, de cette histoire de piqûres, l'infirmier pensait que une FIV, tout de suite après. Ah oui, d'accord. Alors que pas du tout. Et une FIV, c'est la fécondation in vitro. In vitro, ouais. Voilà. Alors que non, c'est juste la préservation. On va garder tout ça au congélo jusqu'au jour où j'en ai besoin. Si j'en ai besoin. Oui, parce que ça se trouve peut-être pas du tout en fait. Ouais. Okay. Parce que si ça se trouve peut-être pas du tout. Et on va voir justement ce qui se passe quand peut-être que oui, peut-être que non. On va tout détailler. Mais ça va pas prendre trop de temps non plus, je pense. Ça va aller. Est-ce que jusque là ça va? Oui. Ouais. Et si par exemple je vous disais... Alors, on parle de préservation de la fertilité. Si je vous dis autoconservation de gamètes, est-ce que ça vous parle? C'est quoi les gamètes déjà? C'est un truc lié à l'ADN? Non, je sais plus. Attends, je sais plus. Tu sais toi, Franck? Non, là comme ça de tête. Je sais que c'est pour moi, c'est un truc vachement important, mais je sais plus du tout ce que c'est. Bon, moi, j'ai envie de mettre ça en lien avec l'ADN, les chromosomes, je sais pas, un truc dans ce goût-là. Il y a un truc effectivement de don de gamètes. En fait, quand je parle d'autoconservation de gamètes, c'est exactement la même chose que préservation de la fertilité. C'est juste que préservation de la fertilité, c'est pour des raisons médicales. Autoconservation de gamètes, ce sont pour très souvent des raisons sociétales. Là, par exemple, je viens de vous poser la question et vous m'avez dit que non, ça vous parlait pas. Ouais. Dans ces cas-là, Marc, est-ce que tu étais prêt à regarder sur Internet ce que voulait dire gamètes? Bah, je voulais le faire et puis je me suis dit que j'allais me spoiler, donc du coup, je suis pas allé le faire. On est dans un film, c'est incroyable. Non, parce que je voulais pas savoir avant que tu expliques. Je comprends. Mais fait, sinon, je l'aurais fait. C'est ta démarche qui m'intéresse. C'est ta démarche qui m'intéresse parce que justement, tu as failli aller voir sur Internet. Et quand on se pose la question de préservation de fertilité ou autoconservation de gamètes, si ça se trouve, les abonnés ont déjà, quand je parlais, regardé sur Internet ce que c'était. Sûrement même. Eh bien, sachez que vous tombez sur des sites Internet qui ne sont pas à jour, comme par exemple aphp.fr. Donc, n'allez pas là-dessus, s'il vous plaît. Ça date de 2019. Et ce site internet nous dit gentiment que, alors je cite, rappelons que la congélation d'ovocytes dans le simple but de repousser l'âge de la maternité sans avoir à subir la baisse de la fertilité liée à l'âge est actuellement interdite en France. Eh bien, sachez-le, c'est faux, c'est ce que je disais tout à l'heure.
c'est une nouvelle loi qui accepte les personnes à congeler donc, les gamètes. Donc gamètes, c'est ovocytes ou spermatozoïdes. Ok, c'était donc ça. Ok. Voilà. Qui accepte du coup, autorise cette congélation-là, l'autocongélation des gamètes, pour repousser l'âge à la maternité ou la paternité sans avoir à subir la baisse de la fertilité liée à l'âge. Voilà. Donc ce site-là, n'allez pas voir dessus, et pourtant c'est un des premiers sites sur lesquels on tombe, donc c'est pas foufou. Par contre, je vous conseille fortement, puisque c'est le CHU, les sages-femmes et les gynécospé du service PMA qui me l'ont conseillé, le site amélie.fr, quoi de plus simple. Oui, Bah ça ouais. Oui, c'est vrai que c'est Voilà. logique en fait. Voilà. Et le must du must, c'est agencebiomedecine.fr, parce que là, il t'explique tout. Et c'est trop cool. Voilà, ça, c'est la biologiste qui m'a passé ce site. Évidemment, il n'y a pas que les sites internet, mais je parle de sites internet parce que c'est le premier réflexe qu'on a aujourd'hui, c'est d'aller voir sur Google Bah oui. Economy. Moi, j'utilise Ecosia d'ailleurs. Utilisez Ecosia, c'est bien. Mais encore une fois, parlez-en avec votre médecin traitant, votre gynéco, où vous pouvez prendre un rendez-vous à la PMA de votre hôpital. Ce sont les meilleurs endroits pour obtenir des réponses à vos questions. Ok. Voilà. Et c'est aussi là que j'ai appris énormément de nouvelles choses sur la préservation de la fertilité du coup depuis 2022, parce que je suis suivie depuis un certain moment, mais pour la préservation depuis janvier 2022. Voilà, on est en janvier 2024, c'est long. Ouais, j'imagine, ouais, effectivement. Putain, la vache. Attends, qu'est-ce que je raconte? Non, 2023, pardon. Ah, Janvier 2023, n'importe quoi. Janvier 2023. Ok, janvier 2023, ok. C'est moi qui ai décalé d'une année. Donc en fait, on a eu plusieurs rendez-vous avec la PMA parce qu'il fallait voir où était posée l'endométriose, comment était l'adenomiose, si c'était gênant ou pas. Parce que cette préservation de la fertilité, on l'a fait pour 2 raisons. La première, la raison médicale, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui est prise en charge, qui a des médicaments qui sont susceptibles, ou un traitement lourd qui est susceptible d'altérer la fertilité, par exemple un cancer. Voilà, il n'y a pas plus meilleur exemple que ça. Vous avez un cancer, vous allez avoir une chimio. La chimio peut altérer votre fertilité. Ouais. Donc on vous propose avant de préserver vos gamètes. Ok. Voilà, ça vous donne la possibilité d'avoir possiblement des enfants plus tard avec des gamètes qui sont hyper pimpées de quelques années plus tôt, tu vois. Ok. Donc il n'y a pas que cancer, hein, il y a l'endométriose dont on parlait tout à l'heure, Ouais. lupus, voilà, ça c'est amélie.fr qui en parle. Et endométriose, pour reprendre les paroles qu'on m'a dites en PMA, c'est suivant où va se trouver l'endométriose. Si ce sont des lésions qui se trouvent sur les trompes et les ovaires, effectivement, très rapidement, on peut proposer la préservation ovocytaire. Si, comme moi, l'endométriose ne se pose absolument pas là, mais ailleurs, c'est pas une endométriose si gênante que ça, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, ça a pris pas mal de temps, puisque c'est pas sur l'emplacement de mon endométriose qu'il a été choisi de préserver les gamètes. C'est plutôt sur mes bilans sanguins. On a fait, en fait, plusieurs AMH. AMH, en fait, c'est une prise de sang. Mais en gros, ça va voir à peu près où en sont tes hormones de la fertilité. Voilà. Ok. Et en fait, on a remarqué qu'en très peu de mois, en 5 mois, ça a chuté, sans raison valable. Enfin, la raison étant possiblement endométriose et adénomiose. Ces résultats avaient été plutôt constants ces dernières années, sauf que là, on ne sait pas, d'un coup, ça a chuté. Donc, le dossier est passé au staff. Donc en fait, c'est une sorte de commission avec plusieurs médecins qui vont étudier le dossier et qui vont dire oui ou non, on fait passer en préservation fertilité pour cause médicale. Sachant que pour cause médicale, on peut le faire à tout âge, en fait. Ok. C'est intéressant. C'est intéressant de le savoir, c'est vrai, effectivement. Par contre, et c'est là où c'est aussi intéressant de le savoir, c'est qu'on peut faire l'autoconservation de gamètes sans motif médical. Et en fait, ça c'est pour des raisons sociétales, c'est ce qu'on peut appeler. On peut appeler ça comme ça. En fait, vous pouvez vous pouvez faire congeler vos gamètes, donc ovocytes ou spermatozoïdes,
à partir de l'âge légal de 29 ans. Voilà, en gros, c'est comme si vous attendiez vos 18 ans, Ok, mais là c'est 29. d'accord. À partir de 29 ans, vous pouvez demander à ce que ce soit fait. Par contre, là, au niveau du protocole, du processus, je sais pas du tout ce que ça donne puisque je l'ai pas du tout vécu et je veux pas dire de bêtises. Par contre, ce que je peux vous dire de précis, c'est qu'on peut congeler les ovocytes. Et alors, d'abord, on peut congeler des ovocytes. Le terme est pas bon. Je reprends. On peut prélever. Voilà, faire le prélèvement d'ovocytes Ok, à compter du 29e anniversaire jusqu'au 37e anniversaire. T'as 38 ans, c'est trop tard. ok. En fait, voilà. Bon, on sait très bien qu'il y a des personnes qui peuvent tomber enceintes jusqu'à 45, 47 ans. Enfin, je veux dire, ça arrive. Mais pour avoir des ovocytes en très bonne forme et qui sont où on va avoir un fort taux de pourcentage, un fort pourcentage de réussite, ça sera avant le 37e anniversaire. Enfin, jusqu'au 37e anniversaire. Ok, Voilà. d'accord. Pour les spermatozoïdes, bah, à votre avis, jusqu'à quel âge on peut faire un recueil de spermatozoïdes pour les congeler? On commence à 29 ans aussi, Ok. mais l'âge maximal n'est pas le même. Je dirais, j'ai envie de dire un truc vachement exagéré, Vas-y. genre, parce que vu qu'on est dans une société un peu patriarcale, j'ai envie de tabler sur du 60, je sais pas pourquoi. Bah, ouais, j'aurais dit facile 60, 65, peut-être même Peut-être plus, dans même le plus, sens ouais, où c'est la ça. production de spermatozoïdes étant bah, vie, bah, globalement, Ouais, tu mais c'est peux. pas dit qu'ils soient d'une meilleure forme que tes Ils seront, 25 ce ans. sera des Ah, papis c'est sûr. spermato. Mais ce que je veux dire, Et c'est en que fait, c'est ça qu'on ça prend en doit être compte. possible. Ça doit Alors être effectivement, possible. c'est possible beaucoup plus longtemps que les personnes après l'enlèvement d'ovocytes. C'est possible de faire un recueil de spermatozoïdes jusqu'au 45e anniversaire. Ok, quand même. Voilà. Par contre, vous avez raison pour 60 ans. Pour un petit détail, un gros détail, on peut utiliser ces gamètes. Alors une fois qu'elles sont congelées, un jour, si on veut, on va en avoir besoin, si on veut. En gros, c'est si de Ok. manière naturelle, on n'arrive pas à procréer, on va à la PMA, on va chercher nos petites gamètes et on leur dit bon bah faire quelque chose. On va utiliser nos petites gamètes. Les personnes qui ont fait congeler leurs ovocytes peuvent les utiliser jusqu'à leur 45e anniversaire. Ces personnes-là, qu'elles soient mariées ou non, célibataires ou non, qui ont une vocation à porter l'enfant. Et je sais pas vous, moi je trouve que c'est une belle avancée. Parce que ça veut dire que là, on est en train de vous dire, oui, vous pouvez avoir un enfant toute seule, qui en plus de ça, aidé par la PMA. Je sais pas si vous... Enfin, pour moi, c'est important, c'est fort. Après, je dirais que ça dépend la vision qu'on a de la fertilité. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des questions morales qui se posaient. J'en avais vu une qui, à mon sens, était intéressante dans son point de vue, pas forcément dans sa conclusion, qui était de dire que l'humanité, dans sa totalité, se devait d'être la plus naturelle possible. C'est-à-dire de se transformer le moins possible, de recourir le moins possible à des assistances, par exemple pour la naissance. Et du coup, on rentre, je suppose, pleinement dedans, dans l'idée que, par exemple, tu puisses faire un enfant seul. Moi, à titre personnel, j'avoue que ça me touche pas, puisque je suis pas concerné. J'ai envie de dire, c'est un débat, un sujet qui concerne en premier lieu les femmes quand même. Oui. Mais je trouvais la question intéressante dans le fait où elle posait le rapport à l'humanité en tant qu'espèce évolutive. Est-ce que le fait de pouvoir faire des enfants seuls ou de pouvoir par exemple faire des enfants in vitro, ça aura pas un impact qu'on ne voit pas maintenant dans, je sais pas, 2000 ans sur l'évolution de notre espèce? Loin de moi l'idée d'émettre une conclusion positive ou négative d'ailleurs sur cette question-là, mais je la trouvais un peu pertinente. Dans un monde où de plus en plus, malheureusement, certaines compagnies et même certains groupes de population tendent à pousser vers l'artificialisation maximale autant de la société que parfois même de l'être humain. On pensera à la puce de Starlink, enfin la puce de Musk, ce genre de choses. Des fois, moi, ça me donne un peu un arrière-goût de cyberpunk pas forcément très agréable. Après, je sais pas ce que ça vous évoque ce genre
de questionnement. Bah, c'est des questionnements profonds de société en fait. Clairement. Dans tous les cas, le fait est que c'est pas, en tant qu'homme, c'est pas notre corps spécialement qui est derrière, ni notre volonté. Nous, on pourra pas avoir un enfant tout seul. Donc, oui, en fait, je sais pas trop ce que moi je peux apporter à ça. Ça me regarde pas. Ça nous regarde dans le sens où ça reste quand même une question sociétale. Donc l'ensemble des individus de la société Sont concernés par ça, mais La la question, oui, va-t'en, en fait, vas-y. la question, à mon sens, c'est est-ce que on est sur parce que la question individuelle de une femme souhaite avoir un enfant, en soi, ça regarde que la personne qui souhaite avoir un enfant. C'est ça. Par contre, la question de comment on peut faire cet enfant et qu'est-ce que la société met à disposition pour faire cet enfant, ça pour le coup c'est une question qui nous touche tous, puisque ça pose aussi la question derrière, par exemple, de ça pose aussi pas la question de l'égalité et de l'équité entre les individus hommes et femmes, puisque si les femmes peuvent faire des enfants seules, est-ce que pour que ce soit entre guillemets équitable, il faudrait pas que les hommes puissent avoir des enfants seuls? Mais du coup, comment on règle cette question? Est-ce qu'on parle de GPA? Est-ce qu'on parle de... Ça ouvre beaucoup Après, il y a de peut-être questions. déjà des réponses qui existent qu'on ne connaît pas, déjà pour Oui, l'homme. moi je parle par de exemple. mon... Oui, de l'idée que tu t'en fais Et, maintenant. Depuis mon, et on va après, dire par depuis mon rapport- regard qui est pas forcément le plus instruit et surtout... Je pense qu'en fait, ça va être très compliqué de répondre à cette question parce qu'on n'a pas forcément toutes les clés non plus. Et comme je disais au début, cette autoconservation de gamètes, et donc du coup, son utilisation est très cadrée. Donc je sais pas jusqu'où ça peut aller, tu vois, pour une personne qui veut avoir un enfant toute seule. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas si derrière, il va y avoir des rendez-vous avec une assistante sociale, des psychologues, j'en sais rien du tout. Donc c'est pour ça que je peux pas répondre en fait à ta question. C'est pas forcément une question non plus d'ailleurs. Hein. C'était pas vraiment une question, ouais. c'était plus... Enfin, comme tu nous demandais ce que nous on en pensait, Ouais. bah, je me vois pas répondre je suis pour ou je suis contre, dans le sens où j'ai Ouais, pas non plus. suffisamment de Voilà. clés Ouais. au débat pour avoir une opinion ultra tranchée. Je trouve la possibilité, en fait. Je m'imagine femme seule, voilà, j'ai personne, dans le sens je suis pas en couple ni en troupe ou que sais-je, je suis toute seule, mais je veux un enfant et ça fait des années et des années que c'est mon projet, je le veux, machin. Il y a possibilité de, je trouve ça beau d'avoir la possibilité de, justement. Et je trouve que c'est une avancée super importante parce que la société aussi évolue et change énormément. Je sais pas s'il y a plus de personnes en couple ou célibataires ou que j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que, enfin moi, c'est ouais, encore une fois, la possibilité de pouvoir le faire que je trouve chouette. Je sais pas le mot. Bah, en fait, moi, c'est super important en fait. Ce qui me faisait me questionner, c'est plus le côté question philosophique un peu derrière. Ouais. Par exemple, qu'est-ce qu'on met en priorité? Est-ce que la priorité, c'est de favoriser absolument toutes les options de fertilité pour assurer une descendance à l'espèce humaine, quel que soit le moyen? Est-ce que la priorité, c'est d'avoir une espèce humaine qui soit la plus naturelle possible, entre guillemets? Je mets des gros guillemets, petit astérix, naturel, ça n'existe pas, hein. L'humain touche absolument à tout ce qu'il fait, tout le temps, partout. Ouais, déjà, On et puis évoquait en tout à fait, l'heure l'eugénisme, si c'est tu parles pratiqué là-dessus, partout. ça, et puis si on parle là-dessus, ça veut dire que la FIV en fait ne serait plus pratiquée, alors que il y a énormément d'enfants qui viennent de FIV justement. C'est ça, la question, pareil, qui est derrière, c'est tout le rapport quasiment je disais à l'évolution, parce que c'est vrai que un élément, alors c'est pas tout à fait la même chose, c'est le in vitro. J'avais lu pas mal de choses, notamment le rapport à la science-fiction, qui s'est quand même intéressé beaucoup à ces questions de fertilité, et au futur de la fertilité de l'espèce humaine, et à la question de ce que ça change physiquement, même parfois,
pour l'être humain de changer de mode de reproduction. Parce que c'est quasiment, alors pour le coup, le fait de pouvoir faire un enfant seul, en réalité tu le fais pas seul, parce qu'il te faut quand même un donneur. Bien sûr. Bah, en fait, c'est Voilà, pour ça, et je voulais en venir, c'est les dons de gamètes. voilà, d'accord, je spoil. Ah non, mais il y a pas de Mais souci. Pas de souci, au voilà, contraire. la question c'est, on est dans un pour moi dans l'idée de pouvoir faire un enfant seul, on est dans un entre-deux, dans l'idée où t'as quand même quelqu'un qui va devoir intervenir, t'es quand même obligé d'avoir un mâle et une femelle à un moment donné qui vont avoir une interaction, même si c'est à travers une clinique. La question qui se pose derrière, c'est plus celle à long terme de... parce que je crois que j'en avais vu passer des documents là-dessus. Après, c'est pas trop mon sujet de fétiche, donc je saurais pas trop dire le fond de la chose, mais il y avait eu des papiers que j'avais vu passer sur le fait qu'on pouvait tenter de se reproduire avec soi-même en manipulant justement les gamètes. J'avoue que ça m'a fait poser un peu de questions en me disant, bon, est-ce que c'est une bonne chose pour la reproduction C'est comme si tu te clones en fait, de presque. l'espèce humaine? C'est ça, d'être capable d'aller jusque-là, dans le risque que ça peut avoir à long terme, en termes de dégénérescence, tout bêtement. Bien sûr. Parce que c'est l'un des risques principaux, et d'ailleurs ce que pointent du doigt surtout les auteurs qui parlent de ça, c'est le risque fort de dégénérescence. À l'inverse, il y en a d'autres qui pointent plutôt le côté utile de la chose. Je pense que vous avez déjà vu, je pose la question, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de SF où vous avez des vaisseaux mers dans lesquels il n'y a pas d'équipage humain, par contre il y a des couveuses à l'intérieur, et le seul moyen de coloniser à très longue distance dans l'espace, c'est d'avoir des couveuses qui vont artificiellement créer des humains Oui, bien sûr, c'est à un partir de bases de données génétiques. génétique, ouais, c'est un classique de SF, ça. Bien sûr, un peu dans le même ordre d'idée, on commence à partir loin, on se recentrera peut-être après, mais t'as récemment dans Fondation, la série adaptée d'Isaac Asimov, il y a un empereur qui se clone en fait lui-même pour techniquement être toujours au pouvoir, mais sur des siècles et des siècles et des siècles, ça entraîne une forme de dégénérescence pour lui, quoi, en fait, et sans même qu'il s'en rende compte, Ouais. du coup. Donc oui, non, c'est sûr que c'est des données qui sont très intéressantes, mais même au-delà de parler de science-fiction, ça questionne sur des faits de société, ok, si quelqu'un est capable d'avoir un enfant tout seul, soit, mais est-ce que c'est tout le monde qui aura le droit d'avoir un enfant tout seul? Est-ce que c'est une certaine catégorie de la population qui aura le droit d'avoir un enfant tout seul? Comment ce sera ordonné? Honnêtement, je pense qu'il existe déjà un cadre en fait là-dessus, mais qu'on ne connaît pas, et du coup, on parle un peu dans le. Ah oui, bien sûr, on parle Dans le livre on parle là-dessus. en hypothèse, Parce hein. que. Mais je suis sûre qu'il existe déjà un cadre là-dessus. Parce que déjà de base, c'est super cadré. Tu ne peux pas faire une fif comme ça en claquant des doigts et en te disant bah tiens, je vais faire une fif parce que j'ai la flemme. Non, c'est tu fais une fif parce que ça fait 1 an et demi, 2 Parce ans que j'ai la tu flemme. t'essayes et que. Non, mais ça, d'ici là que quelqu'un se pose la question, il faut attendre un certain temps. En général, quand tu essayes de procréer, tu en as pour 1 an, 1 an et demi. Au bout d'1 an, 1 an et demi, on te dit ah vous y arrivez pas, bon peut-être qu'on va faire des examens, tu vois. On passe de la Oui, première non, étape, c'est clair que on passe les t'as examens. un processus qui est Et ultra long au en bout de fait. 2 ans et demi, si il y a vraiment rien qui marche, bon bah tu testes la FIV. Moi, dans mon cas, ce sera si jamais j'ai envie d'avoir un enfant un jour, ils vont pas attendre 1 an, 1 an et demi. C'est au bout de 6 mois, 1 an grand max. Si ça marche toujours pas, bon bah là, on va utiliser les ovocytes qui ont été congelés. Mais tout est hyper cadré. Donc, je pense qu'on a, enfin, au-delà de je pense, c'est qu'il y a des données qu'on n'a pas du tout. Et à mon avis, il y a plein de choses qui sont pas possibles. Enfin, je veux dire, on peut parler de SF, il n'y a pas de souci, mais il y a plein de choses qui, justement, contrecarreraient ça. Qui sont pas possibles. Bah, bien sûr. C'est vrai que moi, en fait, la question, moi, après, c'est un peu la première fois du coup que je me pose la question, parce que c'est pas le genre de choses dont on débat en règle générale. C'est vrai. Mais du coup, c'est vrai que ça me fait poser la question, voilà, qu'est-ce que Jusqu'où ça on peut aller, raconte? c'est ça. C'est ça, jusqu'où on peut aller et qu'est-ce que ça raconte sur notre humanité aussi. Je suis sûre qu'il y a des chercheurs quelque part là derrière qui doivent chercher là-dessus, c'est sûr. C'est après de là à ce que tout soit fait comme ça. Non, moi c'est plus par exemple, un truc qui m'est venu, c'est est-ce que dans une société qui s'individualise de plus en plus
où malheureusement on le voit, il y a même des sociétés entières, je pense au Japon, où le contact social, même seulement le contact social devient de plus en plus compliqué. Est-ce que ces sociétés-là seraient pas tentées, euh, s'ils y avaient accès, par exemple, à faire des enfants seuls, que ce soit un homme ou une femme, euh, par les moyens divers et variés, est-ce que ce serait pas un risque de déstructurer ce genre de société encore plus? Tu vois, c'est le genre de truc Mhm. qui me pop à l'esprit, parce que bon, évidemment, on va le rappeler des fois que le fait de pouvoir aider des gens qui ont des problèmes pour avoir des enfants, à en avoir, en soi, c'est merveilleux. Enfin, tu te dis, si les gens avaient eu ça il y a un siècle, ils auraient été Ah ravis, bah oui, mais quoi. c'est sûr. Et accessoirement, je ne serais pas là où je suis. Je n'habiterais sans doute pas au même endroit. Ou alors, ou alors, déjà de base, j'avais mal compris ce qu'il y avait écrit, et finalement, c'est pas possible. De... Comment ça? Voilà. Quand je vous ai dit, alors attends, je retrouve le truc. En fait, je relis ma phrase. Jusqu'à son 45e anniversaire chez la femme non mariée célibataire ou au sein d'un couple. Oui, non, c'est ça. Oh, c'est bon, du Qui a coup. vocation à porter. Oui, oui. Mhm. Non, je me disais, ça se trouve, j'ai mal Putain, compris. il y Finalement, avait un j'avais twist de j'avais 20 dingue. minutes tombé sur le truc, et puis finalement, voilà, on est dans le flou depuis. Mais non, il me semblait bien avoir bien lu. Ouais. Non, mais voilà, je suis désolé, je suis parti loin, mais ça me fait lever plein de questions du coup sur pourquoi, comment. En ordre de société, c'est hyper intéressant, en euh, fait. Mhm. Parce qu'on touche enfin, la reproduction, c'est vraiment la base de la base, enfin, de chez tous les animaux. Parce que oui, spoiler alert, très chers auditeurs et auditrices, vous êtes un animal de catégorie mammifère. Mais du coup, ça pose, voilà, la reproduction, c'est vraiment l'élément fondamental. Survivre à travers les nouvelles générations, c'est le seul élément Mhm. essentiel que toutes les espèces tentent de réaliser. Après, est-ce que aussi ça sera pas un autre truc qui me vient, c'est est-ce que ça sera pas à un moment donné la seule solution parce que on aura trop de problèmes d'infertilité, ou que J'allais y par venir, exemple justement, effectivement. on aura des sociétés où, comme on fera tous des études, entre guillemets, on fera tous des enfants très tard, et du coup, entre guillemets, trop tard pour l'horloge biologique, est-ce que ça sera pas la seule solution pour arriver à combiner à la fois une vie estudiantine, entre guillemets, hein, je vois estudiantine dans un sens très large, hein, en fait, le fait de faire des enfants tard, et de faire des enfants tout court, tu vois, ce genre de questions qui pop. Bah, cette question-là, elle se pose déjà, en fait, parce que tu remarques avec notre société actuelle qu'on est de beaucoup plus en plus jeunes à dire, quand je dis jeunes, c'est moins de 35 ans, à dire que soit on veut pas d'enfants, soit on les veut pas de suite, parce que bah, on veut faire d'autres choses. Et au-delà de on veut faire d'autres choses, c'est que la société ne nous permet pas de, comment dire, de gérer, d'avoir des enfants en plus de t'occuper de toi-même. Mm. Et donc du coup, le fait, sachant qu'en plus de ça, on est de plus en plus malade. Il y a eu une récente étude d'ailleurs qui a montré que les plus jeunes, les 20-30 ans, étaient plus malades que nos parents. Parce que on se prend de la pollution dans la tronche et donc du coup tu finis par avoir des maladies. Et ces maladies pour certaines peuvent faire baisser ta fertilité assez rapidement, ou alors tu peux être stérile il y a plus de causes de stérilité. Bon, voilà. Et donc du coup tout ça effectivement ça pose souci aujourd'hui. Et peut-être que c'est pour ça qu'il y a cette loi qui est passée en 2022 en disant que une femme ou un homme à partir, enfin peu importe le genre d'ailleurs, à partir du moment où tu veux auto-conserver tes gamètes, tu peux le faire légalement de manière pour motif sociétal à partir de 29 ans. Parce que justement, on fait des enfants de plus en plus tard, parce qu'on en a peut-être pas forcément envie maintenant, et que tu te dis, je sais pas, moi, arrivé 34, 35, 36 ans, tu te dis, oh tiens, finalement, là c'est le moment. Là, je suis prête à avoir un enfant, j'en ai envie. Ou alors, tu le fais, mais finalement, tu te rends compte que t'en auras jamais... Tu te rends compte au bout de ton 45e anniversaire ou 60e, parce que 45 c'est l'anniversaire limite de congélation d'ovocytes, et 60e c'est la date anniversaire de congélation de spermatozoïdes. Tu te rends compte de toute ta vie, tu n'as pas eu besoin de tes gamètes.
parce que tu as eu des enfants de manière naturelle ou parce que tu n'as pas voulu en avoir. Et donc, du coup, bah, voilà, tes gamètes, tu peux en faire quelque chose ensuite, hein. Il y a. Bon, tiens, on va en parler maintenant. Il y a 3 choix d'ailleurs. Une fois la date d'anniversaire arrivée, soit tu choisis de donner tes gamètes à la, à la science Ouais, pour faire des recherches, etc. Soit tu décides d'en faire don à un tiers, ok. c'est-à-dire des personnes qui ont besoin de gamètes pour FIV, pour autre chose, voilà, qui en ont besoin pour avoir, eux, des enfants. Soit tu les jettes. Enfin, tu demandes à ce qu'ils soient jetés, qu'ils soient détruits. Ok. Enfin, tu les jettes pas comme ça, mais qu'ils soient détruits. Et donc, du coup, avec cette nouvelle loi qui est passée en 2022, je pense que c'est clairement une réponse et pas un fait, mais ce qui en découle en fait de la société d'aujourd'hui, de comment on la vit. Enfin, je sais pas si on m'a vraiment bien suivi ou je me suis perdue moi-même dans mes phrases. Non, si, Ça ça va. Ouais, Ça va, ok. t'inquiète. Mais après, si tu veux, tu veux repartir sur, parce que du coup, on a pas mal digressé. Je sais pas où tu voulais après t'amener toi derrière. Tu peux te recentrer on si tu était le sur les souhaites. raisons, on était sur les raisons médicales et sociétales, donc ça c'est bon, c'est fait. Et puis le pourquoi congeler, on vient très clairement d'y répondre. Les âges à respecter, bah ça c'est ce que je vous ai dit. Et tout à l'heure justement quand vous me parliez de 60 ans en fait la personne qui a congelé ses spermatozoïdes peut l'utiliser jusqu'à son 60e anniversaire. Voilà. 45 pour les personnes à ovocytes, 60 pour le spermatozoïde. Voilà. C'est normal aussi en même temps, parce que les personnes qui ont vocation à porter l'enfant, tu vas pas le faire à 60 ans. Ouais. 45, c'est... Voilà. Du côté biologique, ça fait partie du plus. Si je ne m'abuse, il y a eu un cas récemment, je sais pas si vous l'avez vu, d'une grand-mère qui a accouché de sa petite fille, si je ne me trompe pas. Je sais pas si vous avez vu passer. Pas du tout. Non. C'est pas en France, hein, bien sûr. L'administration n'aurait jamais, jamais dit oui, je suppose, en tout cas. Mais j'ai vu passer ça, je ne sais plus dans quel pays c'était. C'est une grand-mère qui a accouché de sa petite fille. Ah, mais en fait, elle a été mère porteuse, c'est ça, oui. de son fils. Et du coup, avec via si je ne me trompe pas, via justement la congélation vu qu'il avait sauvé entre guillemets son sperme, elle a pu donner naissance. Il a fait congeler. Aux enfants de c'était, mais j'ai plus du tout les détails. Tac, où est-ce que je sais? En gros, ils ont fait une FIV. Enfin, en gros, je peux pas dire en gros. Ils ont fait une FIV et elle a porté l'enfant. Mais du coup, elle avait quel âge, cette dame? 61 ans. Une américaine a accepté de porter l'enfant de son fils et de son gendre. 61 ans, ouais. Oh la vache. D'accord, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est grâce aux embryons conçus avec les gamètes de son fils et de sa belle-sœur, en fait de sa belle-fille du coup, qui avait accepté de donner leurs gamètes. Du coup, ça a permis du coup à ce couple. T'as pas dit que c'était son fils et son compagnon? C'est ça, ouais. Oui, son fils et son compagnon, ils ont utilisé les gamètes de la sœur apparemment. De la gamète de sa sœur, parce que ouais. Forcément. De la sœur du compagnon, hein, pas la sœur du. S'ils sont gays, ça va être compliqué. Non, mais en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que je croyais que tu parlais d'une compagne et pas ou alors que tu te trompais avec un don d'ovocytes. C'est pour ça. Ouais, non, je me posais la question. Je suis désolée. Non, mais alors, gamète, depuis tout à l'heure. Gamète, ça veut dire. Gamète, ça veut dire et ovocyte et spermatozoïde. C'est un terme général. Oui, gamète. C'est la cellule en fait. Ce que j'avais regardé tout à l'heure en tapant voilà, gamète. Ouais. Gamète, c'est cellule reproductrice mâle ou femelle qui contient un seul chromosome. Bah du coup, en tout cas, ça veut dire que
ça répond aussi en partie à une partie du débat qu'on a soulevé tout à l'heure. En tout cas, Jusqu'où on peut aller? ça illustre une partie du débat. Mais du coup, l'opération est un succès, donc bon, on sait que c'est faisable. Ah ouais. Pour 40 000 $ d'après l'article. Les États-Unis, déjà 40 000 $, je trouve pas cher. Je trouve ça pour les étonnamment pas si cher que ça, ouais. Ouais, je trouve aussi. Alors justement, parlons prix en France. À votre avis, est-ce que l'autoconservation des gamètes est payante? Pardon, ou pas? C'est pas pris en Pour vous, personnellement. charge. Bah, je suppose que Il y en a pas une partie. je pense qu'il y a une partie qui est prise en charge, j'imagine. Surtout si t'es malade, enfin si c'est pour préserver à cause de maladies ou autre. Ouais. En fait, tout est pris en charge. Tout, ok. Tout est pris en charge. Il suffit de demander à ta sécu une ALD. Donc, c'est une affection longue durée Ok. qui te permettra tous tes rendez-vous seront remboursés tout le long du processus. Voilà, de l'autoconservation de gamètes. Tu auras juste à payer tes allers-retours en voiture ou en train pour aller à tous tes rendez-vous au CHU, évidemment. Ça, c'est à ta charge. Ce que tu auras à ta charge aussi, c'est une sorte de frais de dossier, si tu veux, pour la congélation de tes gamètes. C'est 40 € à vie. Enfin, à vie. Ok. Jusqu'à la date d'anniversaire de fin, du coup, de la congélation. 45 pour les ovocytes, 60 pour les spermatozoïdes, je rappelle. Donc sachez que c'est pris en charge par la Sécu, contrairement aux États-Unis, où là, en fait, tu payes de ta poche. Et justement, c'est là où la France a bien fait les choses. Ouais. C'est que par exemple, les États-Unis, le patron peut forcer la femme à ne pas partir en congé maternité et en lui payant entièrement le protocole de congélation ovocytaire pour éviter qu'elle tombe enceinte trop tôt. Alors qu'en France, ouais, c'est vilain, c'est vraiment pas ouf. En France, par contre, c'est interdit de faire ça. Et là, je vais citer le site Agence Biomédecine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les frais relatifs à la conservation de gamètes ne peuvent être pris en charge ou compensés de manière directe ou indirecte par l'employeur ou par toute personne physique ou toute personne vis-à-vis de laquelle la personne concernée est dans une situation de dépendance économique. Ce qui fait que ton patron n'a pas à te dire « Dis donc, j'ai pas envie que tu sois t'es un enfant maintenant, je te paye la conservation, enfin la congélation, pardon, et comme ça tu travailles plus longtemps pour moi. » Voilà, c'est interdit en France. Ouais, c'est une putain de dérive, ça. Sachez ça cela. alors. Sachez cela, contrairement à nos fous voisins américains, c'est très cadré en France là-dessus. C'est une entorse à la libre entreprise. Et comment je fais, moi? Voilà, mais Ah, je pense que c'est quelque chose à savoir. Tout est pris en charge par la Sécu. Il suffit de demander une ALD. En fait, c'est un petit papier que l'hôpital va vous donner, qu'il va falloir remplir, qu'il va falloir renvoyer à la Sécu. Ça peut prendre un petit peu de temps. Alors quand je dis un petit peu de temps, on est à 3 semaines. Ça va encore, hein. Voilà. Allez, on calibre à 1 mois pour être sûr. Ouais. Et en fait, à partir du moment où vous avez reçu votre papier d'ALD, vous pouvez commencer les rendez-vous. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'on va commencer à parler justement de comment ça se passe en rendez-vous. Comment ça se passe dans les faits, cette préservation ovocytaire. Comment ça se passe alors? Mais justement, je vous pose la question, Ah. à votre avis, comment ça va se passer dans un premier temps? Bon, vous imaginez bien qu'on a quand même un premier rendez-vous avec une sage-femme de la PMA qui va vous expliquer comment ça va se passer, en toute logique. Mhm. Tout premier rendez-vous. Voilà. Ensuite, vous allez rencontrer les biologistes, parce qu'en fait, ce sont les biologistes qui vont récupérer vos gamètes une fois l'opération faite. Alors, l'opération, c'est un prélèvement, hein, c'est une ponction. Voilà. Ce sont les biologistes qui vont récupérer vos gamètes, qui vont les analyser, oui, parce qu'il y a petite analyse, et qui vont congeler tout ce qui est bon, mature, prêt à être congelé. Voilà. Ils vont les congeler dans ce qu'ils appellent des paillettes, et je trouve ça trop mignon. En gros, ce sont des petites pailles, des toutes petites pailles, dans lesquelles il va y avoir, bon là je vais parler pour moi du coup, parce que pour les autres, je ne sais pas,
il va y avoir petits ovocytes qui sont congelés dans des petites pailles qu'ils appellent des paillettes. Et tout ça est mis dans un gros truc de cryocongélation. Je sais plus avec quel gaz elle me l'avait dit, mais je n'ai pas les notes sous les yeux. Et donc du coup, c'est avec la biologiste qu'on apprend que nos gamètes sont gardés jusqu'à notre 45e anniversaire ou 60e anniversaire pour les spermatozoïdes, et que chaque année, on reçoit une demande. En fait, chaque année, on va devoir indiquer si on souhaite conserver nos gamètes ou les utiliser en vue d'une AMP, ou en faire don à un tiers, ou en faire don à la recherche scientifique, ou mettre fin à leur conservation. Et en fait, chaque année, on te pose la question pour savoir ce que tu vas faire. Et on te pose la question, en fait, c'est un document signé, tu coches un truc, tu signes, et puis tu renvoies ça à ton CHU. Voilà. Tu as, je sais plus combien de temps pour renvoyer ta réponse. C'est assez long d'ailleurs, hein. T'as vraiment le temps de réfléchir, si jamais tu te poses vraiment la question. Ok. Après, il y a beaucoup de personnes qui savent déjà, une fois les gamètes congelées, qui savent déjà si elles ne vont pas les utiliser, ce qu'elles vont en faire. Si elles vont en faire don, si elles vont en faire don à la science ou faire don à un tiers, ou mettre fin à la conservation. Voilà. Ou les utiliser d'ailleurs en vue d'une AMP. Dans l'année, on peut se dire, tiens, ça fait 6 mois, 1 an et demi que j'essaye, peut-être pas aller de ce côté-là, ça pourrait être intéressant. Voilà, par exemple. Et donc tout ça, où est réalisée l'autoconservation de gamètes? Bien dans un centre AMP au sein d'un établissement autorisé par cette activité, bien évidemment, il faut faire gaffe à ça. Donc il y a le site internet qui est consultable, qui s'appelle procréation-du6medical.fr, où là vous trouvez toute une liste d'établissements PMA, là où vous vous trouvez, pour pouvoir faire tout ça. Ok. Voilà. Pour ce qu'il en est des rendez-vous, les premiers rendez-vous, donc vous avez la sage-femme, les biologistes et vous avez les anesthésistes, puisque vous avez une petite opération à la fin qui dure 15 minutes, grand maximum, et c'est une ponction. Donc, c'est une sorte de petit aspirateur. Okay. Là, je parle uniquement pour les personnes ayant des ovocytes. Hein. Bien sûr. Les personnes ayant des spermatozoïdes, c'est beaucoup plus simple. Oui. Vous avez des petites pièces, c'est sympathique. Allez hop, voilà, ça prend 10 minutes, un quart d'heure aussi. Mais alors pour la petite expérience, ouais. Pour le vécu, mon dossier est passé au staff, donc en commission, en fin août. J'ai eu ces rendez-vous avec la sage-femme biologiste et anesthésiste mi-octobre. Ok. Je vous montre un petit peu combien de temps ça oui, prend vache. quand même. J'ai eu ces rendez-vous-là mi-octobre. Pour cette opération, justement, en rendez-vous avec l'anesthésiste, on apprend qu'on n'est pas en anesthésie générale, on est en sédation avec une anesthésie locale. Donc en gros, t'es shooté. Voilà. Tu peux entendre ce qui se passe et voir ce qui se passe. Après, moi de mon côté, j'avais précisé que je suis quelqu'un d'assez stressé. On est beaucoup à être des personnes assez stressées. Et elles m'ont fait une sorte de petit cocktail. Elles m'ont dit que c'était un cocktail de bienvenue. Donc j'ai bien dormi. J'ai rien senti du tout. J'ai rien entendu du tout. C'était parfait. Voilà. Et c'était pas une anesthésie générale. C'est juste qu'elle m'a un peu plus endormie en fait. Voilà. Okay. Mais les anesthésistes sont à l'écoute de vos demandes et de vos inquiétudes aussi. C'est important de le savoir. Voilà. Et donc ensuite va commencer le protocole. Donc on vous envoie un protocole assez... c'est un schéma en fait. Et vous avez en plus de ça à côté des ordonnances parce que vous allez vous injecter des hormones sur une dizaine ou douzaine de jours. En moyenne, on est entre 10 et 14 jours en fait. Ok. Voilà. Et ça, c'est tous les soirs. Ce sont des piqûres d'hormones que tu te fais tous les soirs. Et c'est pas n'importe quelles hormones, hein. C'est très précis. Il faut les prendre entre 18 et 20 heures. Ça, c'est le protocole que j'avais. Hein. Il existe peut-être d'autres protocoles que je ne connais pas. Puisque chaque protocole... Il y a des protocoles généraux. Et ensuite, ils sont adaptés à chaque femme. Par exemple, moi ayant une endométriose, je vais avoir un protocole qui va être différent d'une personne qui n'en aura pas. Voilà. Donc, il n'y a pas de protocole type précis pour tout le monde. Ouais, voilà.
C'est à chaque fois un petit mélange un peu spécial. Ok. À savoir que ces piqûres d'hormones, oui, donc c'est une seringue, il y a une aiguille, on se pique le bas du ventre ou la cuisse. Vous pouvez les faire seul ou vous les faites pas du tout. C'est un infirmier ou une infirmière qui vient à domicile et qui sont remboursés par la Sécu là aussi. Hein. Tout est pris en charge, encore une fois, on est en sous ALD, donc il n'y a pas de souci. Ces personnes-là vont venir chez vous, vous faire la piqûre, ça dure 10 minutes et ensuite c'est terminé. Pour la petite expérience des piqûres d'hormones, comment vous dire? On sait que les menstruations peuvent un peu nous chambouler du côté hormonal. On a des émotions qui sont un peu plus à vif. J'en ai discuté avec les sages-femmes de l'AMP, hein. Elles m'ont dit que c'est comme si vous étiez enceinte. J'ai failli mettre mon dentifrice dans le frigo. J'ai pas compris pourquoi, hein, me demandez pas. Finalement, je l'ai rangé dans mon sac de voyage. Je pense que le dentifrice voulait prendre des vacances de moi. Je devais en avoir marre. Il y a des fois, j'ai eu envie d'écouter des musiques, mais genre, sur le moment, je veux absolument écouter cette musique-là. 3 secondes après, je l'éteins. Elle m'a saoulée. N'importe quoi. Pareil pour la bouffe, t'as trop envie de manger un truc, je sais pas moi, j'ai absolument envie de manger des fraises. Pardon le cliché, bon, moi c'était le chocolat. Tu prends un carré de chocolat, t'as la nausée. Du coup, t'as plus envie d'en manger. C'est très très... Voilà. Tu vois. Ou alors j'avais tout le temps faim, ou alors j'avais très très chaud. Ah oui, par contre, j'avais chaud. Je me baladais en robe tranquille, alors que les personnes à côté de moi étaient avec un pull et une écharpe. Mais quand je dis robe, c'est la robe à bretelles. J'avais chaud, c'était pas des blagues. Ok. Donc, tu vis quand même pas mal de choses assez intenses sur tes 10 à 12 jours. Pour parler, encore une fois, de mon expérience, j'ai commencé ce protocole en novembre. Et il s'est avéré que le protocole n'était pas tout à fait adapté à moi. On s'attendait pas à ce que mon corps réagisse de cette manière. Il est allé beaucoup trop vite. Et donc du coup, ça allait pas du tout puisque il y a eu ovulation beaucoup trop tôt. Alors que normalement, il n'est pas censé y avoir d'ovulation. Les hormones, dans le processus, il y a une deuxième hormone qui va arriver dans le jeu. Et cette deuxième hormone, elle va stopper l'ovulation. Et elle va permettre aux follicules, donc les follicules en fait, c'est là où se trouvent l'ovocyte, enfin les ovocytes, à grossir et à mûrir. Et à une fois arrivé à maturité, au lieu d'ovuler comme le ferait à la normale, cette seconde hormone va stopper l'ovulation et c'est ce qui va ensuite permettre à aller jusqu'à l'opération. Bon bah moi c'est allé trop vite, donc il a fallu reporter le protocole. On a essayé une deuxième fois fin novembre, ça n'a pas marché non plus parce que le corps n'était pas du tout prêt. Ça change pas mal de choses, hein, les hormones dans un corps. Donc le mien était en mode j'ai mes règles mais j'ovule en même temps, je sais pas où j'en suis. C'était un peu compliqué. Et donc du coup, on a recommencé mais qu'à partir de janvier. Ah ouais. Vous voyez, ça peut être long. Oui, carrément. Ouais. Et ils le disent dans l'agence biomédecine que... alors là, je vais carrément citer en fait simplement ce qui est écrit. Il est écrit pour les femmes, 2 points. Le prélèvement des ovocytes se fait par ponction des ovaires après une dizaine de jours de piqûres pour leur stimulation. C'est ce qu'on vient de dire. Le parcours est long et contraignant. Bon, tu m'étonnes. C'était long et contraignant. Après, il y a des femmes sur le premier protocole marche très bien et c'est terminé, tu vois. Voilà, ça peut être rapide aussi dans ce sens-là. Bon, j'ai voulu que ça... J'ai rien voulu du tout, mais apparemment mon corps a voulu que ça prenne plus longtemps, donc pourquoi pas. Alors, pour aller un petit peu plus encore dans le détail, lors de l'opération... Alors c'est une petite opération, comme je disais tout à l'heure, 15 minutes, c'est vraiment pas long du tout. Sachez que dans les blocs, on se gèle, il fait froid, sauf que toi, tu as une petite couverture chauffante et un petit matelas chauffant. C'est fort sympathique. Oh, j'imagine, ouais. Ah ouais, tu arrives, on te met la petite piqûre pour dormir, t'as ta petite couverture toute chaude et tout est trop bien. Pas de problème. Vraiment, tu es aux petits oignons. Le but en fait de cette opération est d'arriver à obtenir à peu près 15 ovocytes. 15 ovocytes, c'est pas mal. Sachant que sur tous les ovocytes que la ponction aura permis d'avoir, il peut y avoir des ovocytes qui ne sont pas matures. Un ovocyte qui n'est pas mature, ça servira à rien de le congeler parce que du coup, il servira à rien si un jour il y a besoin d'une FIV ou autre. Donc du coup, cet ovocyte-là, on le laisse tomber. Ce qui fait que assez souvent, on peut ne pas avoir 15 ovocytes, mais beaucoup moins, et donc partir sur un second protocole.
Si le premier a bien marché, parce que depuis on l'a... Soit tout premier a bien marché et on repart sur le même une seconde fois, avec un cycle menstruel de pause au milieu, quand même. Faut un peu que les choses se remettent en place. Soit, si on voit que le premier protocole a été un peu compliqué, qu'il y a eu des complications, on va encore réadapter le protocole pour la patiente. Ok. Voilà. À chaque fois, tu es hyper suivi. Sachant que pendant les 10 à 12 jours de piqûres d'hormones que tu as, tu n'es pas laissé seul dans le désert par l'hôpital. Non. Tu as un tout premier rendez-vous. Alors, dès que tu as tes règles, tu envoies un message, tu envoies un mail au CHU, à la PMA du CHU, en disant « Hey, j'ai mes règles, on peut commencer !» Voilà. Et au bout de 5 jours, tu as un rendez-vous. Oui, alors attends, moi, la dernière fois que j'ai dit « Hey, j'ai mes règles », c'était à mes parents la première fois que j'ai eu mes règles, tu vois. Ça fait bizarre d'envoyer un mail à quelqu'un que tu ne connais pas en disant « Hey, coucou !» Ouais, j'imagine. Voilà, c'est un peu chelou, mais c'est très marrant. Moi, j'ai trouvé ça très marrant. Et donc, du coup, tu as un premier rendez-vous, qui va être le premier rendez-vous du protocole. Ça va être une prise de sang, pour voir où en sont tes taux d'hormones, tout ce qui est... Alors, je n'irai pas dans les détails des noms d'hormones, parce que je vais peut-être me tromper, donc je veux pas dire n'importe quoi. Donc, tu as la prise de sang et une échographie pelvienne. L'échographie pelvienne permet de compter les follicules qu'il y a vers ton ovaire gauche, enfin dans ton ovaire gauche et dans ton ovaire droit. Après, au niveau du nombre, c'est propre à chaque personne. Et donc, du coup, à partir de la fin de ce premier rendez-vous, les biologistes vont analyser tes résultats. Ils t'appellent et ils te disent si tu commences le processus le soir même ou quelques jours après, ou alors, bah non, là, le corps, il est pas prêt. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à la deuxième tentative. Là, le corps, il est pas prêt. Va falloir attendre encore un peu ou alors attendre encore un cycle. Et on se revoit la prochaine fois. Vous nous renvoyez un petit mail pour nous dire quand vous avez vos règles. Et donc, une fois que tu as commencé ce processus, mettons, tu commences le soir même, tu appelles ton infirmier et ton infirmière, ils viennent te faire la piqûre le soir, et tu es vraiment surveillé. Alors, je vais parler à moi propre encore une fois, parce que sur le protocole de base, on revoit le CHU quasiment une semaine après. Moi, j'ai revu le CHU 3 jours après, parce qu'il fallait que je sois vraiment très très surveillée. Ok. Et donc, à chaque fois que tu vas au CHU, j'avais des rendez-vous, allez, 1 jour sur 2. Parce que tu es vraiment, même pour un protocole normal, pour la 2e semaine, de voir 1 jour sur 2, on te laisse pas comme ça dans la nature. On regarde où en sont tes résultats, donc de prise de sang et d'échographie pelvienne, et en fait, tu vas voir tes follicules qui vont grossir, et qui vont prendre un certain... je veux dire, par exemple, je sais plus moi, le plus gros, ça devait être 17 ou 18 mm. En fait, c'est énorme. Ok, ouais. Quand tu dis que... y en a, tu peux monter en nombre de follicules assez important. Tu peux en avoir 10, 15. C'est assez gros. Ok. Donc, c'est pour ça qu'en fait, au bout d'un moment, tu as un ventre bien gonflé. T'as l'impression d'être à 3 mois de grossesse, alors que pas du tout. Et que tes hormones, c'est vraiment n'importe quoi. Tu peux t'endormir N'importe où. Enfin, pas n'importe quand, mais n'importe où, ouais. Carrément. À un moment, j'étais dehors, je faisais un câlin à un arbre, et je me disais, oh tiens, je suis bien, là, je vais peut-être dormir. Oui, mais non, rentre. Ok. Rentre, en plus, t'as faim. Enfin, c'est très contradictoire. Voilà. C'est pour ça que j'en ai fait des vidéos sur Instagram, sur mon Instagram perso, parce que je trouvais ça drôle. Tiens, vas-y, on va se marrer tous ensemble. On va se marrer tous ensemble, et en même temps, c'est tellement peu connu en fait comme protocole que je trouve ça intéressant de pouvoir en parler. Et c'est vrai que depuis tout ce temps, je parle beaucoup. Non, mais en vrai, c'est vrai que moi perso, ce qui est intéressant, c'est que c'est des questions perso que je me suis jamais posées parce que j'ai jamais été touché, on va dire. Et ça lève plein de questions. Alors, pas le côté pratique, on va dire. C'est très dépendant de l'état de notre système de santé global. Oui, voilà, que ce soit sur le temps de prise de rendez-vous, le reste, ça, malheureusement, on est un peu tous assujettis au déboire de certains lois de programmation de financement. Mais c'est vrai que perso, enfin, je sais pas toi Marc, mais moi ça me posait plein de questions. C'est pour ça tout à l'heure j'ai été un peu chiant. Non, c'est clair, oui, effectivement, ça en soulève plein, ouais, c'est clair. Merci de nous avoir partagé ça, du coup, Roman. Avec plaisir. Et puis, encore une fois, si toute personne a des questions, reportez-vous à votre médecin traitant, votre gynéco, ou prenez rendez-vous à la PMA de votre PMA, ou parlez, je sais pas, avec les infirmières que vous pouvez connaître.
à des personnes, même à Endo-France, des personnes qui sont Spécialisé spécialisées du là-dedans. sujet. Ouais, parce que tu as des personnes qui vont dire oh non, c'est bon, vous en avez pas besoin, et il faut pas, si la personne ne s'y connaît pas plus que ça et a pas fait de bilan de santé avant, alors que Ouais. vous savez que vous savez que vous pouvez avoir des problèmes médicaux, ou parce que vous avez plus de 29 ans et puis que vous n'avez pas envie d'avoir un enfant maintenant et que vous vous dites ça se trouve j'en voudrais jamais, mais peut-être que si, donc pourquoi pas congeler. Trouvez les personnes qu'il vous faut, mais trouvez des personnes qui sont spécialisées, et pour ça le plus simple c'est d'aller sur tac tac tac, je reprends le procréation-du6medical.fr. Là vous trouvez des endroits, des centres AMP Mhm. où vous pouvez trouver des réponses, et votre gynéco, des sages-femmes, et puis Endo-France. Et Amélie.fr évidemment. Ok. Amélie.fr. Et de toute façon, tout ça, ce Amélie.fr, sera directement dans les commentaires de Oui, la vidéo je que vous êtes en mettrai- train ouais, je le mettrai dans d'écouter, les bien évidemment. commentaires. C'est ça. À savoir, un petit truc après l'opération, il faut être surveillé pendant 24 heures. Alors, vous n'êtes pas surveillé du coup à l'hôpital, il faut que vous soyez accompagné. Ça peut être un peu compliqué puisque l'opération n'est prévue que 36 heures à l'avance. Vous savez pas quand est-ce que ça tombe. Si vous avez de la chance d'avoir quelqu'un qui ne travaille pas à côté de vous, coup de bol. Si c'est quelqu'un qui peut prendre quelques heures pour venir vous chercher à l'hôpital, et que vous soyez avec quelqu'un pendant 24 heures, c'est super important en fait, sinon vous partez sur une hospitalisation, et là je sais pas comment ça se passe pour la prise en charge, tout ça. Bon, ça doit être pris en charge, hein, mais ce que je veux dire c'est qu'au niveau des papiers, à les faire à la dernière minute, ça doit être un peu chaud patate. Sachez aussi que le VLC n'est pas compris dans l'ALD. Vous savez ce qu'est un VLC? Pour moi, c'est un lecteur Un de. Attends. J'allais dire même chose. C'est peut-être moi qui me... Un VSL, Roman, un VSL. Quelle andouille. Un VSL. C'est pas un VSL. N'importe quoi. Pardon, c'est un VSL. Un VSL, c'est une sorte de taxi conventionné, pseudo-ambulance, Oui. qui viennent vous chercher chez vous et qui vous ramènent chez vous. Ou chez un tiers, d'ailleurs, si vous allez chez un pote, parce que moi, du coup, avec Théo, on est resté chez un copain pendant plus de 24 heures, du coup. Ok. Et effectivement, tu sors de l'opération, t'as pas trop envie de faire les boutiques, tu vois. Tu marches comme une grand-mère, tu marches vraiment lentement. Tu peux avoir un petit peu mal au ventre aussi. Donc tu es sous cacheton, hein, tu es sous Doliprane et Spasfon toute la journée, pendant 2 à 3 jours. Voilà, c'est normal, hein, pendant 2 à 3 jours d'être comme ça. Mais tu y vas tranquille. Tu fais les trucs qui te plaisent, tu te reposes si tu peux te reposer, si t'en as envie. Enfin voilà. C'est le post-opération. Voilà, je pense que c'est tout pour moi sur ce sujet. Je suis désolée, c'était un petit peu déconstruit finalement parce que j'avais juste pris des notes et Non, mais c'est pas grave. il y a des fois je cherchais mes mots. Mais Désolé, je pense que voilà. les interventions successives vont pas aider à, Non, à mais garder en même temps, ça a été intéressant aussi parce que ça a soulevé des questions que moi je me posais pas du tout non plus. Enfin, tu sais, j'ai peut-être un petit peu mon monde de bisounours avec juste mon expérience à moi et, Ouais. et je vois pas forcément ce qu'il y a autour non plus, parce qu'en même temps, moi j'ai vécu le truc, mais vous êtes à l'extérieur et vous avez probablement d'autres questions auxquelles moi j'aurais pas du tout pensé. Donc du coup, au contraire, c'est très bien de parler de ça et de débattre là-dessus. Et toujours dans la bienveillance, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les Oui, commentaires, mais J'espère juste que j'aurais blessé personne. mais voilà, personne a Il y a des considéré fois, que je me suis personne a un peu voulu blesser embrouillée. personne et Vraiment, donc ouais. voilà, T'as raison. Hein. voilà, tout va bien. Et sur ce, je vais me permettre, je suis désolé d'avancer parce que ça fait déjà 1h20 qu'on est en train de tourner. Pardon. Pas de souci. Je sais pas si tu voulais évoquer un truc, Franck, parce que le temps. J'ai trouvé un sujet, mais alors ça dépend de toi ce que tu préfères Ouais. faire. J'ai trouvé un sujet pour aujourd'hui, Ok. il y a un siècle. Hein J'ai regardé un peu ce qui était arrivé il y a un siècle pile, donc j'ai trouvé un 12 février. Ok, ça marche. Du coup, je t'en prie, si tu veux nous parler de ce qui s'est passé le 12 février de je ne sais quelle année d'ailleurs, du coup. De 1924, du coup, il y a 1924, ok. Chercher rapidement un peu ce qui s'est passé. J'aime bien regarder dans le passé quand je ne sais pas quoi faire et que je n'ai rien préparé. J'ai découvert que c'était la date d'un événement dramatique, puisque c'est la date d'un massacre en Allemagne, et un massacre qui marque la fin d'une
d'une idée politique, puisque le 12 février 1924, à Pirmasens, un petit village de Rhénanie qui se situe juste à côté de la frontière lorraine, littéralement à l'opposé du village français de Bitche. Voilà, j'aime beaucoup ce village, donc si je peux poser le nom. Voilà. Donc dans la petite ville de Pirmasens, une quarantaine de, je ne sais comment les qualifier, de militants, même d'insurgés indépendantistes rhénans sont massacrés par des commandos paramilitaires d'extrême droite. On parle en plus des commandos de 1924, donc on n'est pas encore sur le national-socialisme, mais pas loin. D'ailleurs, les nazis ne s'y trompent pas, hein, ils commémorent 10 ans plus tard, en 1934, ils vont commémorer l'événement. Ce sont donc des commandos qui vont massacrer dans un tribunal apparemment, en y foutant le feu, une quarantaine de personnes qui militaient, qui s'étaient insurgées, même qui s'étaient emparées de plusieurs offices publics dans plusieurs villes du Rhin. Ils s'étaient emparés de ces bâtiments dans le but de créer une république indépendante rhénane. Parce que contrairement à l'idée qu'on peut se faire d'une unité allemande qui serait apparue du jour au lendemain suite à la guerre franco-prussienne en 1870, on en est très 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 loin. On rappellera que sortir de la Première Guerre mondiale, plusieurs entités qui composent l'Allemagne tentent soit de s'en séparer, soit des entités extérieures tentent de s'y raccrocher, comme l'Autriche par exemple. Et donc il y a tout un tas de mouvements, parfois assez désorganisés, parfois assez faibles en termes de puissance, qui tentent d'emmener leur morceau d'Allemagne, si on peut dire ça comme ça, dans des directions parfois complètement contraires. Et en l'occurrence, l'idée d'une république rhénane est, je trouve, assez intéressante, tout simplement parce que c'est une idée qu'en France, on a beaucoup poussé. Les politiciens français notamment ont énormément poussé cette idée de république rhénane, y compris au congrès de Versailles, lors de la rédaction du traité de paix. Tout simplement pour des raisons stratégiques. À votre avis, pour quelles raisons la France peut avoir envie d'avoir une république rhénane à sa frontière ? Bah, ça fait un état tampon toujours. Déjà, effectivement, ça fait un état tampon avec le reste de l'Allemagne. C'est toujours bien d'avoir un petit vassal à côté de soi. C'est ça. C'est toujours sympathique pour l'ego et pour la sécurité. Mais il y a d'autres raisons. Une autre raison qui n'est pas seulement sécuritaire. Et pas sécuritaire. Non, très lié à la Rhénanie en elle-même. Voilà. Commercial du coup. Alors, Ouais. Commercial. commercial et même, pour être exact, industriel. Ah. La Rhénanie, c'est le cœur industriel de l'Allemagne depuis sa fondation, depuis la fondation du pays. C'est l'endroit où se situe énormément d'industrie allemande. Alors à l'époque, je ne saurais pas dire de tête quel est le pourcentage. Si je ne m'abuse, on tourne quand même autour du tiers de l'industrie allemande. Autrement dit, enlever cette capacité industrielle à l'Allemagne, ça lui mettrait un grand coup de genou, un grand coup de pioche, dans le genou, dont elle ne se relèverait sans doute jamais. Vous comprenez du coup que les politiciens français vont beaucoup pousser et beaucoup faire chier leurs collègues anglais et américains qui ne veulent pas en entendre parler. Et c'est d'ailleurs le compromis, entre guillemets, avec la France qui va donner naissance à ce qu'on appelle la zone démilitarisée du Rhin. Vous avez peut-être déjà entendu Bien parler. sûr. La démilitarisation de la Rhénanie, suivi un peu plus tard de sa remilitarisation par un certain Adolphe. Qu'on connaît bien. Bien, en fait, cette démilitarisation résulte du compromis entre la France qui tente de pousser pour la création d'une république rhénane indépendante et les Anglais et surtout les Américains qui ne veulent pas laisser cela se produire. Les Anglais parce qu'ils tiennent bien sûr à l'équilibre des forces en Europe, parce que bon, les Français sont des alliés mais ils leur font pas trop confiance quand même, hein. Et les Américains parce qu'ils sont poussés par un certain Woodrow Wilson, un fan de l'autodétermination des peuples, ou pas, parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire aussi sur cet individu, mais là n'est pas le sujet.
Ce qui est sûr, c'est que cet événement donc qui s'est déroulé à Pirmasens va clôturer donc cette tentative d'indépendance. Alors, il faut pas surestimer, je pense, la force des indépendantistes rhénans. Hein, c'est sans doute pas une majorité, sinon ils auraient eu un petit peu plus de succès. Mais je trouvais l'idée intéressante, notamment parce que dans le même temps, un petit peu plus tôt d'ailleurs, la Bavière tentait de devenir une république socialiste indépendante. La République des Conseils de Bavière, basée sur le communisme, le socialisme et en fait un gros amalgame de beaucoup d'idéologies de gauche qui n'a pas forcément duré dans le temps parce que pour plein de raisons qu'on n'a pas le temps d'évoquer ici. Mais basiquement, voilà, cette idée que, à la sortie de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne aurait très bien pu être divisée. C'est d'ailleurs le sujet d'une uchronie qui s'appelle le Führerreich, dans laquelle les Américains n'interviennent pas durant la Première Guerre mondiale, et l'entente finit quand même par l'emporter. Et où les trois grandes puissances à la table des négociations, ce ne sont pas les États-Unis, l'Angleterre et la France, mais l'Angleterre, la France et l'Italie. La grande oubliée de la Première Guerre mondiale. Et au lieu d'avoir des Américains et des Anglais qui finissent par se mettre d'accord et pousser la France au compromis, on a une France qui se met d'accord avec l'Italie et qui pousse l'Angleterre dans un coin. Ce qui amène à la création du coup d'une république indépendante le long du Rhin. Je trouve l'idée en termes de potentielle uchronie assez intéressante, déjà parce qu'elle met en avant de facto une neutralisation du potentiel industriel allemand. Comme dit, je pense qu'on est sur quasiment un tiers, après là encore une fois je dis de tête, je crois sur quasiment un tiers de l'industrie allemande. On est sur, c'est simple, la quasi-totalité des producteurs de chars en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale ont leurs industries situées, je vous le donne en mille, en Rhénanie. Donc pour les volontés expansionnistes d'un certain Adolphe, ça aurait posé quand même vachement de problèmes. Accessoirement, c'est une bien meilleure ligne de défense pour la France et pour la Belgique, ça va sans dire. Déjà parce que les combats n'ont pas besoin de se dérouler chez eux, mais se déroulent sur le sol allemand. Toujours plus agréable quand c'est chez les voisins que ça tombe. Et on va avoir aussi l'aspect choc sur les consciences en Allemagne. Parce que ça remet en question l'identité même de ce pays. Si on est capable d'en sortir des morceaux et que les gens finalement qui habitent en Rhénanie, en Bavière ou autre, finissent par se dire qu'ils sont avant tout bavarois ou avant tout rhénans, ça peut remettre durablement en question l'existence même de l'Allemagne. Bien sûr, ouais. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, il y a des uchronies qui continuent un peu sur ce principe-là, dans lesquelles les nazis arrivent plus tôt au pouvoir que dans la réalité, notamment parce que la zone rhénane est quand même beaucoup plus opposée politiquement dans notre histoire à l'extrême droite, et enfin ça vote beaucoup plus soit socialiste soit conservateur et beaucoup moins pour les nationalistes. Donc on va avoir déjà une arrivée plus tôt au pouvoir potentiellement, puisqu'il y a moins d'opposition politique. Par contre, ça veut aussi dire que toutes les oppositions politiques allemandes au national-socialisme peuvent trouver refuge aussi en Rhénanie. Ça veut dire ensuite pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale beaucoup de choses, potentiellement même une Seconde Guerre mondiale qui n'arrive pas. Si les Français restent fermes sur leur position et que Hitler tente de s'emparer de la Rhénanie par la force, on peut imaginer une branlée monumentale pour le petit Adolphe. Sans char et avec une industrie bien plus faible, j'ai du mal à le voir réussir grand chose par la force. Et pourquoi pas dans ces cas-là la réalisation du rêve impérial français tel qu'il a été imaginé. L'idée française, ça a toujours été que l'Allemagne devait être la plus faible et la plus divisée possible pour assurer à la France sa sécurité et sa puissance économique. Et le 12 février marque la fin de cette idée d'une division, en tout cas à ce moment-là, de l'Allemagne. Ok, ça marche. Roman, tu disais... Oui.
Non, je disais que j'en avais déjà entendu parler, mais je sais plus où. J'avais En complètement cours oublié. peut-être? Oui, mais quand en cours, je sais plus, c'est ce que je disais, je sais plus en fait si si c'était à la fac ou alors si c'était à la fin du collège parce qu'on avait un prof qui était super intéressant et bien calé en fait sur ces sujets-là. Ouais. Donc ça peut être fin collège, mais tu vois, ça date. Ça date d'il y a un petit moment. Bah, en tout cas, merci du coup, Franck, pour ta chronique que tu nous as faite un peu sous le coude. C'est très intéressant également. Et du coup, moi, je voulais vous parler, comme 12 fois n'est pas coutume, d'une espèce de manchot en particulier qui est le Gorfou de Schlegel. Vous pouvez aller, si vous voulez, faire un tour dans la bibliographie. Je vous ai posté quelque chose en particulier dessus aussi. Ça va être la dernière espèce de Gorfou dont on va parler. C'est une espèce de Gorfou. Oui, alors après, ils se ressemblent souvent un peu tous, hein, puisque. Ouais, mais non, mais dans un dessin animé. Dans un dessin animé. Tu l'as vu dans Happy Feet? Peut-être. Ou dans Yubi, le petit pingouin. Schlegel fait référence au professeur H. Schlegel, qui est un professeur du coup d'histoire naturelle, il me semble. Je vais pas dire des bêtises non plus. Je vais le chercher sur internet parce que visiblement je l'ai moi du passé ne l'a pas noté. Pose encore un jardin. Vu le nom Schlegeli, aucune nouvelle de lui sur internet. Bon, je suppose que ça doit avoir un rapport quand même dans tout ça, mais je n'ai pas le temps de chercher. Donc le Gorfou de Schlegel, à quoi il ressemble? Il a un dos noir, il a un ventre blanc, il a de longues plumes jaunes orangées qui partent du sommet de la tête et qui vont vers l'arrière au-dessus des yeux, comme vous pouvez le voir sur les magnifiques photos que je vous ai passées. Tout comme les Gorfous macaroni dont on avait parlé ultérieurement, les aigrettes se rejoignent au niveau du front, ce qui lui fait une espèce de mono-sourcil un petit peu particulier. Vous pouvez prendre par exemple la première photo que vous avez, on voit vraiment que tout part au niveau du front, une petite tache noire, ça part un peu dans tous les sens. La tête et la gorge sont blanches. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait du Gorfou macaroni, comme cette espèce de Gorfou de Schlegel ressemble beaucoup au Gorfou macaroni, il y a certains scientifiques, il y a un peu une dissension, on va dire, qui considèrent que le Gorfou de Schlegel serait une sous-espèce du Gorfou macaroni. Toutefois, lui, il se distingue des autres Gorfous par une gorge totalement blanche. Alors, où est-ce que ça vit un Gorfou de Schlegel? Est-ce que vous avez une idée? Attends, ça doit être écrit dans ce que tu nous as envoyé. Oui, il y a un indice, effectivement. Dans le sud, exactement, ça vit dans le sud. Très loin sud. Le sud très. Dans ce que je vous ai envoyé, c'est un site qui du coup sera aussi en description, qui est celui de Alain Bidart, naturaliste polaire, conférencier, auteur, et qui a pris des photos, des clichés, de magnifiques clichés de Gorfou de Schlegel sur les îles Macquarie. Donc c'est là où est présente cette espèce et c'est tout. Voilà. D'ailleurs, le Gorfou de Schlegel partage son territoire, son petit territoire, avec 3 autres espèces de manchots dont on a déjà parlé. Le manchot royal, le manchot papou et le Gorfou sauteur. Et le papou est trop mignon, le royal il a un long bec. Vous pouvez aller vous référer aux différentes chroniques. Et le Gorfou sauteur, c'est une espèce de Gorfou qui a l'habitude de faire des sauts très 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 puissants depuis directement l'océan. Alors du coup, bon, c'est bien beau de savoir où vit le Gorfou de Schlegel, mais si on ne sait pas où se situe l'île Macquarie, c'est un peu dommage. Du coup, à votre avis, ça se situe où l'île Macquarie? Merci de tricher du coup. Le sud. Du coup, j'ai triché, je suis allé voir. Une idée, Roman? Non, je suis nulle en géographie. Ça se situe dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, à 1072 km environ du sud-sud-ouest de la Nouvelle-Zélande et à 1483 km du sud-sud-est de la Tasmanie. C'est une île australienne qui est administrativement rattachée à la Tasmanie depuis 1890 et qui est devenue réserve d'État en 1978. Elle dépend depuis 1973 du Conseil de la vallée de Huon et figure depuis 1997 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a été découverte par le Britannique australien Frederick Hasselborough en 1810 alors qu'il cherchait des territoires de chasse aux phoques. Il la nomma du nom du gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud, le colonel Lachlan Macquarie. Pour la petite histoire de l'île Macquarie. Alors, au retour à nos Gorfous de Schlegel, cette espèce nidifie en fait dans de larges et très denses colonies sur des plages de sable ou de galets, ou sur des terrains nus et rocailleux. Donc en gros un peu partout, quoi. Mais sauf dans les forêts.
elles restent dans les colonies de mai à septembre. À part le comportement dans les colonies, le reste du temps nous est inconnu vis-à-vis de cette espèce. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les manchots, une fois qu'ils se sont reproduits et qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils repartent dans la mer. Et là, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. 2 œufs sont pondus, le second étant nettement plus gros que le premier. Le premier œuf est souvent jeté en dehors du nid par la femelle avant la ponte du second. Les 2 parents couvent pendant 35 jours, mais généralement c'est le mâle qui s'occupe du poussin la première semaine après l'éclosion. Les parents vont donc alterner entre pêche et garde. Ils vont régurgiter au poussin le reste de krill, de poissons et de céphalopodes. Les poussins rejoignent la crèche à 3 semaines et perdent leur duvet à 65 jours. Et justement, ça tombe bien parce que sur le site que je vous ai placé, donc je vous rappelle de Alain Bidard, naturaliste polaire, il y a en bas une vidéo et je vous laisse cliquer sur lecture. Moi je vais faire de même. C'est parti. Voilà, donc ça fait du boucan, hein. Donc là je décris un petit peu pour les auditeurs. Il y a en gros un gorfou de Schlegel qui traverse la foule de la colonie pour aller retrouver son partenaire et il est en train de se faire gueuler dessus par tous ses voisins. Les colonies de cette espèce de manchot sont particulièrement réputées pour être très 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 bruyants, comme vous venez de vous en rendre compte grâce à ce petit extrait que je vous ai passé. Car en effet, sur l'île Macquarie vit 850 000 couples. Ça fait quand même pas mal de manchots de Schlegel finalement. Sur les îles Bishop et Clerke, il y a 1000 couples qui ont été recensés entre 1984 et 1985. Toutefois, aujourd'hui, l'espèce est bien évidemment vulnérable du fait qu'elle a été longtemps chassée pour son huile au 19e siècle. Car oui, finalement, à défaut d'avoir trouvé des phoques, ils ont trouvé des manchots. Et comme on l'a vu au fur et à mesure de ces différentes chroniques, le manchot, ça vaut de l'or, mais de l'or blanc et poisseux. Alors, bon, certes, les humains tuent les manchots, mais les humains ne font pas que ça. Ils vont aussi introduire des espèces sur l'île, comme par exemple les chats, les rats et les weka, c'est des gros oiseaux qui vont du coup directement s'attaquer aux œufs qui eux-mêmes étaient déjà chassés par les skua, les grosses mouettes. En plus, le fait que les gorfous ne nichent qu'à un seul emplacement dans le monde malgré toutes ces menaces, ça n'aide pas du tout. Toutefois, la population reste stable et d'après les chercheurs, il semblerait que la population se serait en fait adaptée finalement aux différents nouveaux prédateurs. Donc c'est plutôt chouettos finalement, comme quoi ce qui compte dans le monde c'est l'adaptation. Et c'est ainsi que prend fin cette petite chronique sur un gorfou méconnu, le gorfou de Schlegel. J'espère que vous apprécierez ces magnifiques clichés, notamment le premier cliché de ce manchot qui est en train de dormir, qui a l'air vraiment tout chouchou je trouve. Et ils ont des yeux rouges. Ils ont les yeux rouges, tout à fait. Wow. Tout à fait. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais les yeux sont entre marron et rouge. Il a un bec de 6 cm, des ailes de 19 cm et un poids de 3 à 8 kg et une taille de 65 à 75 cm. Donc, c'est un manchot, tout ce qu'il y a de plus classique. Et chez les gorfous, un gorfou, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais moi, ce qui m'épate, c'est surtout la taille du bec chez les gorfous. Et le truc, tu sens qu'il peut te niaquer la tronche. J'aimerais pas être un céphalopode. L'œil rouge, c'est un côté un peu terrifiant. Tu sens qu'il y a un potentiel de dinosaure quand même assez gros derrière. Ils sont là. Ils sont toujours pas très très loin, exactement. Voilà, c'était la dernière espèce de gorfou. Après, on va passer à de nouvelles espèces de manchots. Je ne divulgage pas de qui on va parler. Ce sera la semaine prochaine. On a parlé de combien là de... Mais pour le moment, de 11 espèces. 11 espèces. C'est ça. Et t'en as combien en stock? Il y en a 18 au total, donc c'est bientôt la fin. Là, allez, je vous donne un petit indice. On va s'attaquer au Spheniscus. Le genre Spheniscus. Non, mais on va s'amuser la prochaine fois qu'on joue au Scrabble. Exactement, tout à fait. Parce qu'en fait, chaque genre de manchot il y a quoi, que je dise pas de bêtises, mais en gros, tu as 4-5 genres, on va dire, de manchots. Et en fait, chacun d'entre eux vivent dans des milieux vraiment bien spécifiques. Les gorfous, ils sont très sur les îles qui sont présents un peu autour de l'Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Et la prochaine fois, on va s'attaquer au genre... du coup,
Spheniscus, qui est plutôt j'ai envie de l'appeler le manchot urbain d'une certaine manière presque. Voilà, puisqu'il va être présent dans des endroits où les humains sont vraiment, vraiment pas loin du tout, voire même parfois à côté. Il y a des pays dans le monde où il y a des gens qui peuvent avoir des manchots qui vont aller traîner dans leur poubelle. Hein. Voilà. Donc Ah oui, oui. d'accord. Et oui. Alors, je sais pas si vous entendez le ronronnement du chat, mais... Non, je suis pas sûr qu'il passe dans le Discord. Mais c'est pas grave parce que du coup, on va pouvoir s'arrêter sur un ronronnement de chat. Et ça, c'est chouette. Merci à tous les deux pour votre participation à cet épisode de Tout et de Rien. Je t'en prie. Et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. N'hésitez pas à partager l'épisode comme vous l'a dit en début justement d'épisode. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode qui, allez, vous me direz si c'était le cas en commentaire ou non, mais qui normalement sera probablement avec Raphaël et Mickaël, parce qu'il y a un gros programme, là j'ai à peu près tout ce qui suit dans le reste des enregistrements. On verra s'il est maintenu ou pas, ce sera la grande surprise, et en tout cas, on vous dit ciao, et on vous fait des gros bisous. Des bisous. Ouais, ce que je fais généralement, c'est que, parce que au bout d'un moment ça me fait une charge qui est un peu trop grosse, c'est que je vous laisse mettre votre biblio et vos sources en commentaire. En commentaire. Ouais, comme ça. Okay, parce que du coup, le truc, c'est que dans 7 mois, j'y penserai pas du tout de mon côté. Je le sais. Tout à fait. Donc comme tout le monde, tout le monde m'envoie des liens à chaque fois que je dois mettre, au bout d'un moment, c'est plus possible pour moi derrière.